Bonsoir, mesdames, messieurs, pour ces nouvelles rencontres de la médiathèque centrale de la médiathèque de Montpellier Méditerranée Métropole. Donc, en tant que conservateur, je vais vous dire un petit mot. Donc, on a le plaisir d'accueillir ce soir Michael Yankou, qui est docteur en histoire, qui a fait une thèse remarquée sur la spoliation des biens des Juifs par les nazis et les collaborateurs pendant la guerre. Enfin, une thèse quand même assez remarquée, une thèse d'histoire sociale et vraiment qui a été très intéressante. Oui, une thèse qui a été très remarquée, parce que c'est une thèse à la fois d'histoire sociale et sur un phénomène qui était peu connu, au moins dans toutes ses conséquences sociales. Et donc, je pense que c'est un livre qui est très, très intéressant. Alors, je ne vais pas citer, parce qu'il a écrit aussi un deuxième livre sur Vichy, je crois, et les Juifs, il me semble. Mais enfin, cette thèse a été, je crois, a été importante dans l'historiographie. Alors, il est actuellement directeur de l'Institut universitaire Maïmonide à Montpellier, donc où il y a ce monument, le rituel juif, qui est un monument très important pour Montpellier et qui est un institut à la fois sur, bien sûr, de la culture juive, mais surtout de rapprochement entre les cultures. Et donc, il organise un certain nombre de conférences. Malheureusement, j'ai pas souvent le temps d'y aller, mais à chaque fois que je reçois les cartons, je me dis que c'est bien dommage de ne pas y aller. Et je pense que je vous engage donc à regarder son programme. Alors aujourd'hui, on le reçoit pour un livre qui s'appelle « Les Juifs de Montpellier et les terres du Languedoc », publié au Cerf, ce qui est quand même un symbole, puisque c'est une maison d'édition aussi qui œuvre effectivement pour rapprocher les différentes communautés. Et alors ce livre, c'est un petit livre qui peut apparaître facile à lire ou difficile à lire, ça dépend comment on le prend. Alors, il y a des passages qui peuvent être quand même difficiles, parce qu'il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles sur le Moyen-Âge, mais enfin on peut le lire de deux façons. On peut le lire d'une façon linéaire, et puis aussi on peut le lire par petits morceaux, en butinant en fonction des périodes, et même il peut servir un peu de dictionnaire, parce qu'il y a une préface qui est très très détaillée, dans laquelle on peut se référer. En tout cas, je crois que c'est un livre aussi qui restera très intéressant, au-delà des biographies et des éléments, sur la réflexion, pourquoi, comment, enfin déjà entre disons, le rationalisme et foi, aussi entre intégration, persécution et puis voilà, tout ce qui revient sans cesse au cours de l'histoire. Et moi, j'avoue que je l'ai lu un peu en butinant à droite et à gauche pour les périodes et les personnages qui m'intéressaient le plus. Bon, évidemment, j'ai lu le 17e, 18e, parce que c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Bon, j'ai lu aussi un petit peu sur la période contemporaine, sur Lisbonne, etc. Et j'avais envie de vous citer pour introduire sa conférence, mais enfin, si je peux me permettre, cette phrase de Bernard Lazare qui me semble très, très intéressante et finalement, on peut encore méditer très largement aujourd'hui. Tout groupe humain est nécessaire, virgule, il est utile à l'humanité, il contribue à mettre de la beauté dans le monde, il est une source de forme, de pensée, d'image. Je crois qu'on pourrait très largement s'en inspirer dans les rapports entre toutes les communautés, quels que soient les pays. Merci de votre attention. Merci, cher Monsieur Gudin de Vallerin. Je mesure l'honneur qui m'est fait d'intervenir à nouveau dans le cadre des rencontres de la médiathèque Émile Zola, une programmation éclectique. Je crois que vous recevez demain soir Jean-Christophe Ruffin, donc je suis très honoré, très heureux d'intervenir dans cet écrin de la culture montpelliéraine. Et effectivement, je mesure aussi la qualité donc de cette programmation, puisque je suis quelque part programmateur avec l'Institut Maïmonide de cycles de rencontres, de conférences, de séminaires. Et voilà, vous contribuez à faire rayonner Montpellier d'un point de vue culturel avec d'autres structures de qualité. Vous citiez à l'instant Bernard Lazare, qui pour son ami Charles Péguy était un athée ruisselant de la parole de Dieu. C'est peut-être une figure qui pourrait résumer cette longue histoire des Juifs à Montpellier dans le Languedoc. Alors lui, il n'était pas montpelliérain, on va y revenir, mais en tout cas, effectivement, il pourrait résumer de par son parcours la longue histoire, la longue mémoire du peuple d'Israël. Alors la première question que l'on peut se poser en préambule est la suivante. À quand une présence juive à Montpellier dans le Languedoc et d'une manière plus large en France? Il n'y a pas de France sans juifs.
ce n'est pas de moi, ce n'est pas non plus de Manuel Valls, c'est de Doris Ben-Simon, c'est des historiens, c'est des sociologues qui se basent sur des traces archivistiques, sur des documents, sur des traces lapidaires. Et là, en l'occurrence, les historiens et archéologues affirment qu'il n'y a pas de franc-sang juif, avec, dans les années 60, la découverte au plan d'Orgon dans le comte avenéssin d'une lampe à huile datée du 1er siècle de notre ère, siècle crucial pour le peuple juif, n'est-ce pas? La chute de l'Israël antique, le siècle de l'avènement de la fille du judaïsme, le christianisme, entre autres. Et donc, effectivement, elle a été découverte en Provence, dans le comte avenéssin, qui, si on remonte à plusieurs siècles en arrière, le comte avenéssin ne faisait pas partie de la Provence. C'était une enclave pontificale. Et donc, ça nous permet, ce témoignage nous permet d'affirmer que les Juifs sont présents dès l'époque gallo-romaine. Alors, effectivement, on enfonce des portes ouvertes. Là où il y a des Romains, vous avez des Juifs. L'une des composantes des légions romaines était hébraïque. Bien. Donc, effectivement, il n'y a pas de franc-sang juif. Pour ce qui est du Languedoc, évidemment, nous avons là aussi des traces fortes anciennes. Pour ce qui est du Languedoc, Narbonne, de l'Occitanie, dispose dans son fonds effectivement de monuments une pierre tombale datée du 8e siècle qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragorus, Justus, Matrona et Dulciorella, avec c'est un texte à épigraphie latine qui se clôture par 3 mots en hébreu, Shalom al Israël, paix sur le peuple juif. Donc les Juifs sont en Languedoc-Roussillon, en Occitanie, en Septimanie, vous l'appelez comme vous voulez, depuis au moins les années 700. Alors évidemment, des légendes font état d'une royauté juive à Narbonne. D'autres légendes précisent que les Juifs ont contribué à la fondation de Lunel. D'ailleurs, au XIIe, XIIIe, Lunel était appelé par les sages de cette cité Yaréach en hébreu. Peut-être que des descendants des Hébreux ont voulu édifier une nouvelle Jéricho. Vous savez, au Proche-Orient, il y a une ville qui s'appelle Yéricho. Ça vient de l'hébreu. Jéricho, qui est aujourd'hui, je crois, en Judée-Samarie, en Cisjordanie, eh bien, ça vient de l'hébreu Yaréach, la lune. Et donc, il n'est pas interdit de penser qu'effectivement, des Juifs ont contribué à la fondation de la cité. En tout cas, ils ont contribué éminemment au renom de la science dans cette cité, des sciences plus mystiques, plus, non pas ésotériques, mais mystiques, plus exégétiques, quand leurs coreligionnaires contemporains contribueront au renom de la médecine dans la ville toute proche de la montagne, en hébreu, Ir-Ha'ar, c'est-à-dire Montpellier. L'histoire des Juifs à Montpellier, en Languedoc, au Moyen-Âge, est assez méconnue. Elle l'est des savants, des gens pieux dans le judaïsme, mais le grand public ne sait pas que les Juifs ont contribué effectivement au renom de la médecine, ont véhiculé tout le savoir ibérique d'expression arabe, toute la pensée d'Aristote. Et bien, avec ce petit ouvrage, à une échelle modeste, j'ambitionnais un peu comme certains Juifs du Moyen-Âge, de transmettre cette connaissance au grand public pour effectivement permettre une meilleure appréhension du judaïsme européen. Car l'antisémitisme a de nombreuses explications, mais en grande partie, c'est le manque de connaissances. Et pour parler de quelque chose, pour estimer quelqu'un, pour estimer quelque chose, il faut connaître. C'est ce que dit le grand rabbin Sirat et professeur Sirat, et donc c'est ce que j'ambitionnais avec ce petit livre, comme le rappelait M. Guden-Vallerin, publié aux éditions du Cerf. Et aussi et surtout, mon expérience à la tête de l'Institut Maïmonide de Montpellier m'a permis de me replonger, moi qui suis contemporanéiste et non pas médiéviste, sur l'action, sur le rôle de trait d'union entre l'Ibérie islamique et la chrétienté féodale de ces Juifs du Moyen-Âge à Montpellier, avec l'aide éclairée de ma mère médiéviste. Donc effectivement, pour ce qui est du Languedoc, ils sont là
dès le départ. Alors, Montpellier n'est pas antique, Montpellier n'est pas romaine, Montpellier a été... Vous m'entendez ? Pardon, à la fin du Xe siècle, en 985, les historiens penchent pour une présence dès l'origine, bien qu'il leur faille attendre le début du XIIe siècle et le testament de Guillaume V de 1121, qui, au soir de sa vie, enjoint sa descendance de ne point nommer dans la fonction d'officier de justice des Juifs pour ne point qu'ils s'enracinent. Donc, effectivement, si il en parle au soir de sa vie, si c'est consigné dans des documents, c'est qu'ils sont importants ou qu'ils jouissent d'une place importante. Ce XIIe siècle qui nous renseigne du reste sur l'histoire des Juifs à Montpellier, puisqu'en 1140, des populations juives andalouses de la péninsule ibérique, fuyant l'islam rigoriste almohade, viennent trouver refuge à Montpellier et en Languedoc. L'âge d'or andalou, période quelque peu fantasmée, car chrétiens et juifs étaient des citoyens de seconde zone, soumis à la dimitude. Pas de lecture apologétique des faits. Pour autant, il y a eu des rencontres majestueuses dans l'art, dans la culture, avec deux génies de la pensée qui vont émerger. Ibn Rushd, Averroès pour l'islam, Maïmonide pour le monde. Le micro faiblit. Tous deux conciliateurs de l'inconciliable, la foi et la raison, tous deux tensés par leurs coreligionnaires pour vouloir concilier donc l'inconciliable, la foi et la raison, tort d'avoir raison trop tôt, à l'image de certains intellectuels actuels. Mais effectivement, l'histoire a retenu ces deux génies de la pensée qui voulaient concilier l'inconciliable pour l'époque, Athènes et Jérusalem. Les raisons du cœur et de l'intelligence, comme l'a précisé M. Guden-Vallerin, la foi et la raison. Donc, nos Juifs qui, avec l'arrivée d'Ibn Toumart et de son islam rigoriste au sud de l'Espagne, ne veulent pas embrasser la loi mahométane, ne veulent pas périr par le glaive, prennent donc leur baluchon, leur valise, je ne sais pas comment on dit au Moyen-Âge, et se dirigent vers le versant occidental, c'est-à-dire le Languedoc-Provence, qui s'appelait la Provincia, quand d'autres choisissent le versant oriental. C'est le cas, par exemple, de la famille Maïmonide. La famille Maïmon choisit un temps Fès, ville d'ailleurs jumelée avec Montpellier, puis ensuite Fousta le Vieux-Caire, où le fils Maïmon, médecin de Saladin, sera l'auteur de son fameux Moreh Nevuchim en hébreu, Guide des perplexes en français, mal traduit par Guide des égarés, Dalalat al-Hayrin en arabe, qui est un traité arabe sur la forme, qui est écrit en arabe avec des lettres hébraïques, Il sera traduit d'ailleurs en Languedoc de l'arabe avec des caractères hébreux en hébreu, car les Juifs n'avaient pas le droit, effectivement, au Moyen-Âge, d'écrire, effectivement, sous la présence musulmane, dans la langue du prophète. Donc, effectivement, il est écrit l'arabe en caractère hébreu et il sera traduit par les Thibonides, notamment Samuel, le fils Thibon, à Montpellier, à Lunel, lapsus, en 1230, au début de ce XIIIe siècle, et il va révolutionner la quiétude des judaïcités paisibles languedociennes. Donc, une partie de cette internationale andalouse, comme l'a très joliment souligné Moshe Idel de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est le plus grand savant en matière de recherche kabbalistique, une partie de cette internationale andalouse vient trouver refuge en Languedoc, quand d'autres, comme les Maïmons, se dirigent vers l'Orient. Ces Juifs andalous arrivés en Languedoc s'établissent un temps à Lunel, à Montpellier, à Posquières, dans toutes ces judaïcités. Le Languedoc et la Provence chantent depuis toujours l'histoire de ces Juifs andalous. Les Meshulam, qui ne sont pas de souche ibérique, voient avec l'arrivée de ces Juifs espagnols une chance de mieux appréhender le monde, de s'instruire. Et Meshulam propose effectivement, avec l'appui de Jonathan Cohen de Lunel, au fils Thibon de traduire ni plus ni moins que le Moreh Nevuchim de Maïmonide, qui entend concilier les postulats de la science et de la foi. Ils ne sont pas au courant des acquis des Juifs andalous, ils veulent pénétrer
cette nouvelle science et pour ce faire, il demande au fils Thibon de traduire de l'arabe en caractère hébreu en hébreu le Dalalat al-Hayrin, le Moreh Nevuchim, le guide des perplexes. C'est ce qu'il fait au début du XIIIe siècle. Et il y aura des controverses à Montpellier autour de cet ouvrage. Lunel, on pourrait la résumer par un judaïsme exégétique. Posquière par un judaïsme exégétique et mystique. Montpellier par la médecine et le commerce. Et pour ce qui est de villes plus lointaines, du commerce, de la science, etc. Je vous parlais à l'instant de Posquière. Cela ne vous dit trop rien, sauf les historiens. Il s'agit de la cité de Vauvert. Il y avait une académie rabbinique avec à sa tête le rabbin Avraham, fils de David, le Rabbad, acronyme de Rabbi Avraham ben David, et à sa tête, avec son fils, Isaac l'aveugle, ils vont produire les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité. Oui, la Kabbale est née en Languedoc. Le Languedoc est une terre de Kabbale. Pas la Kabbale chrétienne, pas la Kabbale de Madonna, pas la Kabbale chrétienne de Pic de la Mirandole, non pas cet ésotérisme repris par les stars hollywoodiennes, mais plus certainement le mysticisme juif, que l'on traduit rapidement par ésotérisme. Non, le mysticisme juif, la compréhension du monde par le sens caché des mots, par la numérologie, etc. Et donc, effectivement, nous avons au XIIe siècle les premiers documents kabbalistiques qui émanent de cette académie rabbinique, de cette académie talmudique. Pourquoi en Languedoc? La Kabbale, on pense à la terre d'Israël, on pense à l'Espagne. Pourquoi est-elle associée, effectivement, à Posquière? Parce que si les racines sont à chercher au Proche-Orient, dans les textes sacrés, si elle va fleurir en Espagne avant l'expulsion de la fin 15e, puis ensuite en Terre Sainte, les premiers documents noir sur blanc, j'allais dire sur papier, sur parchemin, seront produits dans cette cité languedocienne. Premiers documents kabbalistiques. Pourquoi ? Sans doute parce que c'est une région carrefour, sans doute aussi parce que c'est un cycle de renaissance dans les milieux chrétiens qui influence directement le monde juif. Et les juifs sont très à l'écoute, malgré le fait qu'ils ont été longtemps ghettoisés. Quand ils ne se ghettoisaient pas eux-mêmes mentalement, ils ont effectivement été très à l'écoute de la majorité chrétienne. Alors, je disais à l'instant, j'employais le terme de ghetto. On y reviendra avec les quartiers juifs occitans. On ne peut pas employer le terme de ghetto en Languedoc au Moyen-Âge. D'abord, on ferait un anachronisme. Le terme apparaît au XVIe à Venise. Il vient de l'italien getto gettare, qui signifie fonderie. Et puis parce que c'est un terme impropre. C'était des quartiers ouverts à l'habitat judéo-chrétien mêlé. Donc pas de ghetto à Pézenas, pas de ghetto à Montpellier, pas de ghetto à Lunel. Pour autant, les Juifs étaient quand même, entre guillemets, même si c'est une expression contemporaine, et citoyens une seconde zone, ils avaient pas beaucoup de droits. Ils étaient obligés de porter effectivement des signes distinctifs dans le vêtement, dans l'habitat, des signes distinctifs dans le vêtement et dans l'habitat. Effectivement, ils étaient regroupés autour de leur lieu de culte, mais ce n'étaient pas des quartiers circonscrits, tels qu'on les perçoit dans les carrières comtadines. Le comtat venessin n'est pas à la France, il n'est pas le royaume de France, ou plus tard en Europe de l'Est, un quartier clos la nuit, fermé à double tour, qui effectivement produira de fort beaux récits comme celui du Golem. Là, c'était des quartiers ouverts. Une rue centrale avec la synagogue, le bâtiment synagogal, et des rues adjacentes où les propriétaires étaient chrétiens et les juifs étaient locataires. Les juifs ne pouvaient pas être propriétaires, ils n'avaient pas le droit non plus de cultiver la terre pour ne point qu'ils s'enracinent, malgré quelques autorisations pour des plants de vigne, pour la vinification du vin de loi dit cachère, etc. Ce qui est le pouvoir chrétien leur interdit de cultiver la terre, ce qui est un contresens, un paradoxe, dites comme vous le voulez, parce que le peuple hébreu originel est un peuple de guerriers, de poètes, d'agriculteurs. Ce n'est pas un peuple effectivement d'argent, comme le pouvoir chrétien va finalement les obliger à s'occuper des affaires d'argent, prêteurs sur gage, effectivement usuriers,
Voilà. Ce lien d'ailleurs des Juifs et de l'argent, qui est l'un des plus importants fantasmes anti-juifs, provient du Moyen-Âge. L'Église, effectivement, au Moyen-Âge, on y reviendra là encore, à mesure qu'on s'approche de la fin du Moyen-Âge, donc, voit en le Juif le faux Israël. Elle pense qu'elle est le verus Israël, hein, elle le dit en latin au Moyen-Âge. Elle pense que les Juifs, de ne point avoir reconnu la messianité de Jésus, paient un lourd tribut, errent de par les nations, sont persécutés. D'ailleurs, ils seront tolérés parce qu'ils seront, à leurs yeux, témoins de la vérité chrétienne, de la victoire d'Ecclésia sur Synagoga. Et l'Église le représente dans la pierre. Vous allez à Strasbourg, ou plus près de nous, à Béziers, et vous verrez sur le fronton de la cathédrale Saint-Nazaire la représentation de deux femmes, l'une au port altier triomphant, c'est Ecclésia, l'autre voûtée les yeux bandés, c'est Synagoga. La synagogue aveugle de la vérité chrétienne. C'était effectivement une perception pour le moins bizarre, ou effectivement assez terrible, puisque au nom de cela, ils seront effectivement cantonnés dans certains lieux, mais en tout cas, ils auront la vie sauve. Et à Montpellier, il y avait des Juifs dans le fief épiscopal de l'évêque de Maglone qui les protégeait. Ils auront la vie sauve dans le comte Avenessin quand ils seront expulsés du royaume de France en 1394 une dernière fois par Charles X, alors qu'ils seront expulsés une première fois en 1306 par Philippe le Bel. XIVe siècle, qui voit d'ailleurs une politique de tergiversation des monarques français rythmée par des expulsions et des rappels. On expulse les Juifs pour garder leurs biens, parce que Judas, mais on les rappelle parce qu'on en a besoin économiquement et parce que aussi Jésus. Donc il y a une politique à double vitesse de l'Église à la fin du Moyen-Âge à l'endroit des Juifs. Je vous rassure, Judas n'était pas plus juif que Jésus. Mais au cours des âges, les Juifs ont souvent été associés à la traîtrise de Judas. D'ailleurs, la pièce d'étoffe ronde qu'il devait porter sur le vêtement, sur la région du cœur, Hitler n'a rien inventé avec l'étoile jaune, eh bien, elle renvoie encore à l'argent, et c'est un clin d'œil au fait que Judas a trahi le Christ pour une poignée d'argent. Et donc, c'est une pièce d'étoffe ronde censée rappeler les deniers de Judas le traître. La rouelle, rota rotella, au niveau étymologique. Donc, nos populations juives, si elles sont stigmatisées, ostracisées, persécutées, il y a aussi des rencontres fécondes. Et le Languedoc a été une terre d'accueil pour nos réfugiés juifs andalous. Le Languedoc a été une terre d'accueil, et Montpellier principalement, fort de l'édit de Guillaume VIII de 1181, qui spécifie quiconque, d'où qu'il vienne, puisse enseigner la physique, c'est-à-dire la médecine à Montpellier, les physici medici. Montpellier ne le regrettera pas. En étant tolérant et en accueillant donc ces juifs, ils vont permettre à la pensée aristotélicienne d'arriver sur les rives occitanes et à la médecine arabe médiévale d'être consultée, d'être enseignée à l'université. Les Juifs ont joué un rôle évident, prééminent en médecine. Ils n'ont pas fondé la faculté, contrairement à la légende, même s'ils ont joué un rôle éminent. Un exemple, parmi d'autres, le dernier du lignage Thibon, famille andalouse, le fils Thibon, Samuel, c'est lui qui traduit donc le Moré Nevochim, quand le dernier de ce lignage, Jacob ibn Makir ibn Thibon, appelé ici Don Profiat en occitan, Profatius Iodeus en latin, échangera des recettes médicinales avec son confrère Armand Goblaise, le neveu d'Arnaud de Villeneuve, pour soigner les maux de rein par l'application du signe zodiacal du lion. Donc, il y avait une estime au niveau des frères aînés monothéistes. Et quand Thibon traduit de l'arabe et de l'hébreu en occitan, Armand Goblaise traduit de l'occitan en latin. Et donc, par le truchement de la langue vernaculaire, nous avons le passage de documents fort anciens des langues sémitiques vers le latin.
Au Moyen-Âge, la langue du savoir, ce n'est pas le latin ou le grec, c'est l'arabe. L'arabe est la langue du savoir. Le monde arabo-musulman, intellectuellement parlant, est à son apogée pour la période, à l'époque médiévale. Je vous parlais donc à l'instant de Lunel. Nous voyageons à Montpellier. On y reviendra bien évidemment. Je vous ai dit quelques mots sur Posquière. Il y avait des juifs aussi donc à Narbonne. Hein. On en a parlé au début de cette conférence. Il y avait des juifs à Béziers, dans le quartier Saint-Nazaire, dans le bourg Saint-Félix. Bref, la France, le royaume de France était très enjuivé, dans le bon sens du terme. Malheureusement, ça ne va pas durer et les monarques français vont expulser les juifs au XIVe siècle. La France expulse tôt ces juifs, mais elle les émancipera tôt. C'est le premier pays en Europe à émanciper les juifs en 1789-91 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La France est le premier pays en Europe, le deuxième dans le monde, après les États-Unis d'Amérique. Le dernier pays en Europe à émanciper les juifs, quel est-il? La Roumanie. Carole connaît bien ce dossier, à la conférence de paix de Paris. Donc, c'est vous dire que l'émancipation des Juifs, finalement, est un processus récent et que, pendant des siècles, le Juif a été stigmatisé, diabolisé, persécuté, et que finalement, l'opinion être antisémite a toujours existé, que ce n'est que depuis quelques décennies qu'effectivement, surtout en Europe occidentale, ce sentiment est effectivement bien encadré pour ne point en arriver à des extrémités telles que la Shoah ou d'autres. Donc le XIVe siècle, siècle de tergiversation des monarques français, rythmé par des expulsions et des rappels, la France n'est pas le premier pays en Europe à expulser ses juifs. Il y a eu l'Angleterre un siècle plus tôt, un siècle plus tard, 1492, c'est un bouleversement pour le judaïsme euro-méditerranéen avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. 1497, ils sont expulsés du Portugal. 1501, je crois, de Provence, qui n'est pas encore attaché, qui vient d'être attaché au Royaume de France, et donc ils sont expulsés. Et effectivement, il n'y a donc pas de continuité en France pour ce qui est du judaïsme. Il y a un saut de plusieurs siècles entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle, malgré des phénomènes de maranisme. Nous y reviendrons avec les Catalans, et les Saporta et les Falco à Montpellier. Montpellier au Moyen-Âge. Vous en savez peut-être quelque chose avec le mikvé médiéval, que certains d'entre vous ont pu peut-être admirer, qui est l'un des plus anciens bains rituels juifs d'Europe. La découverte dans les années 80 de l'un des plus anciens bains rituels juifs d'Europe a enclenché un processus qui ambitionne toujours, plus que jamais, de retrouver les racines hébraïques de la ville. Car Montpellier, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est effectivement grâce à des rencontres judéo-chrétiennes autour du savoir. C'est surtout grâce à son université, et son université, c'est la faculté de médecine au Moyen-Âge, et donc des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs judéo-gréco-arabe. Donc Montpellier, sans exagération, est quelque part effectivement une petite Cordoue, car ces rencontres majestueuses entre élites judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe boostera, pour employer un vocable contemporain, l'université de Montpellier. Au programme de la licence, au 16e, nous avons la médecine arabe, la médecine juive d'expression arabe. C'est vous dire effectivement le climat qui régnait dans les rues montpelliéraines. Pour autant, point d'histoire apologétique, au risque de me répéter, et effectivement, les juifs ne pouvaient pas enseigner à la faculté de médecine, encore moins être président de l'université, être chancelier. Nos juifs étaient à Montpellier des médecins, mais c'était aussi des commerçants. Ils avaient le monopole des soieries et des étoffes. Quant à Marseille, non loin de là, on n'est plus en Occitanie, on est en Provence, mais au Moyen-Âge, on disait Provincia pour le Languedoc et la Provence. Ils étaient dans le commerce du corail. Ils étaient dans le commerce des amandes à Aix-en-Provence. Donc, effectivement, nos juifs n'étaient pas, avec un regard contemporain, que des intellectuels, c'était aussi des commerçants. Quand
pour ce qui est du sud-ouest de la France, on sort là encore de l'Occitanie, il joue un rôle fraîchement converti au christianisme ou encore juif dans le commerce des drogues douces que sont le café, le cacao et le chocolat, puisqu'ils contribueront avec les comptoirs coloniaux à importer les premiers chocolats, les premiers cafés, les premiers cacao en Europe. Les Juifs embrassaient souvent des nouveaux courants, des nouvelles voies, à l'époque contemporaine, des nouveaux courants politiques censés être émancipateurs, en tout cas sans anachronisme aucun, faire avancer leurs droits. Et c'est l'une des raisons finalement à la vitalité du peuple juif. Si le peuple juif n'avait pas été spolié de sa terre il y a 2000 ans, en serait-il au même point? C'est ce que dit entre autres Barnavi. Peut-être pas. C'est cette rencontre entre le monde juif et l'Europe qui a donné le christianisme, qui a donné bien d'autres choses, et pas que des prix Nobel juifs, mais qui a été effectivement, malgré un martyrologe important, finalement l'un des ciments de la construction européenne. Donc à Montpellier, nos juifs qui occupent des fonctions de temps à autre importantes, ils participeront à la sauvegarde de Montpellier lors d'attaques sarrasines, ainsi que de Latte ou encore de Castelnau, habitent deux quartiers distincts, mais non clos. Le quartier dit aujourd'hui de la Baralerie, qui s'appelait au Moyen-Âge rue de la Sabatariée-Neuve, et le quartier de l'évêque de Maglone, ça serait aujourd'hui la rue Salles-l'Évêque. Un dans le fief seigneurial des Guillem, l'autre dans le fief ecclésiastique de l'évêque de Maglone. Les seigneurs de Montpellier, les Guillem, et effectivement l'évêque de Maglone, protégeaient leurs juifs, car ils en avaient besoin du point de vue économique, philosophique, théologique. Donc effectivement, la rue du Puy des Esquilles, la rue de Ratte, la rue Castelmoton, la rue du Figuier, la rue de la Vieille Intendance, la rue Montgolfier, la rue du Palais étaient des petites rues, pas des artères de ces quartiers juifs occitans. Et là, en l'occurrence, à Montpellier, aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux quartiers de Montpellier. Rue du Palais, rue du Puy des Esquilles, etc. Et d'ailleurs, rue Aralerie, vous avez donc l'un des plus anciens bains rituels juifs, ainsi qu'une synagogue en cours de recherche, en cours de réhabilitation et de rénovation, grâce à la vigilance de la ville de Montpellier. Il faut rendre un hommage appuyé tant à Georges Frêche, à Hélène Mandroux qu'à Philippe Sorel, d'avoir été très sensible à ce passé juif et d'avoir enclenché plusieurs phases de fouilles archéologiques pour restituer l'un des bâtiments synagogaux les mieux conservés d'Europe, sans exagération aucune, puisque lors de la dernière tranche de fouilles, une nouvelle va s'ouvrir prochainement, nous a précisé Monsieur le maire. On a découvert des arcatures de style andalouse, un niveau de sol bien inférieur à celui antérieurement découvert, ainsi qu'un seuil de port de 4,50 m réduit, et nous ne sommes point dans une possession seigneuriale ou effectivement ecclésiastique, donc on est véritablement en présence de la synagogue. Mais une dernière tranche de fouille confirmera ces investigations qui ont été menées en 2009-2010. Alors, Montpellier a des racines hébraïques, on le vérifie dans la pierre, on le vérifie dans les archives, avec l'acte de vente de 1277 dans les archives municipales, c'est un acte de vente d'une maison qui jouxte au 1 rue de la Baralerie, aujourd'hui, mais antérieurement à la rue de la Sabatariée-Neuve, la Domus Colle Iudeum, Cita in Monte Pesulano, Iuxta Synagogam Iudeum. C'est ainsi que les archéologues, les historiens se sont penchés sur l'histoire des Juifs à Montpellier et ensuite ont permis à la ville de Montpellier de chercher, grâce à cette mention. Après, c'est une succession de chances, de facteurs chance qui ont permis de mettre à jour l'un des plus anciens mikvaot européens. Alors, cette histoire juive, on la vérifie dans les archives, et encore plus proche de nous, avec l'acquisition en 2008 d'un marzor qui se trouve ici même, en ces murs, aux archives municipales, dans la médiathèque donc Émile Zola. C'est un recueil de prières, un cycle, marzor en hébreu veut dire cycle, ce sont les grandes fêtes du judaïsme qui sont consignées, et c'est probablement le seul, un unicum,
manuscrits Marzor du judaïsme provençal. Entendez, Languedoc-Provence. Nous avons des Marzorim, c'est la forme masculin pluriel en hébreu de Marzor, du nord de la France, appelé Tsarfat, qui signifiait au Moyen-Âge la France du Nord, aujourd'hui ça veut dire Tsarfat, la France, ou d'Ashkénaz. Et donc c'est dire la richesse du legs juif montpelliérain, et ce n'est peut-être pas fini. Je ne peux pas encore vous en dire plus. Montpellier a donc des racines éminemment hébraïques, surtout chrétiennes, mais aussi juives. Alors vous allez me poser la question, si vous le souhaitez, à combien de juifs à Montpellier au Moyen-Âge ? 1000, 2000 pour 10-20 000 habitants. C'est à peu près donc 10% de la population. La comptabilité chrétienne, 1000. La comptabilité hébraïque, 600. C'est donc pratiquement 10%. C'est vous dire l'importance numérique de ces juifs et l'importance aussi au niveau des métiers. Aujourd'hui, il y a 6000 pour 240 000 habitants. Et à l'époque contemporaine, les juifs, ce n'est jamais plus que maximum 1% de la population. 0,5% en Amérique, 0,5% en France, qui sont les deux plus grands pays avec des juifs en dehors d'Israël. Donc Montpellier a des racines hébraïques. Cet apport juif à la science exégétique, nous l'avons à Lunel, mystique à Posquière. La médecine, c'est donc Montpellier, mais c'est aussi la conciliation de la foi et de la raison. C'est surtout la conciliation de la foi et de la raison. Montpellier est très étroitement lié à Maïmonide. Peut-être certains d'entre vous savent de qui je parle. Grande autorité théologique juive, qui a donc produit ce fameux Moreh Nevuchim. Il était aussi médecin. Mais Maïmonide, s'il n'est point venu à Montpellier, en tout cas, il y a eu des controverses autour de sa pensée, en deux temps. À la suite, ainsi que je le disais en ouverture, de la traduction du Moreh Nevuchim à Montpellier, à Lunel, pardon, décidément, au début du XIIe, 26 ans après cette traduction, en 1204, en 1230, nous avons des controverses maïmonidiennes autour de sa pensée. Premier acte. Deuxième controverse qui va rebondir dans les années 1300. C'est qu'effectivement, les juifs montpelliérains ont du mal à percevoir la pensée maïmonidienne. Et donc, premier acte de ces controverses maïmonidiennes, 1230, 26 ans après la mort de Maïmonide, 26 ans aussi après la traduction du Guide des Perplexes, nous avons une première controverse autour de Maïmonide. Le rabbin de Montpellier, Salomon ben Abraham, décide de contacter les autorités rabbiniques du Nord, bien que nous sommes en période aragonaise et mallorquine, Montpellier 1213-149, et il sollicite les autorités rabbiniques du Nord, ainsi que l'Église, ravis d'intervenir sur un tel sujet, notamment les dominicains, ainsi que le cardinal Romanus, chargé de réprimer l'hérésie cathare, pour condamner les ouvrages, les écrits maïmonidiens. Et probablement par le feu, l'on a détruit en place publique à Montpellier, à cette époque, une copie du Guide des Perplexes. Voilà pourquoi l'Institut d'études juives Maïmonide porte le nom de l'aigle de la synagogue. Peut-être que le jumelage avec Tibériade ne suffisait pas, car c'est l'un des moteurs à ce jumelage avec cette ville israélienne, c'est le lien à Maïmonide, un lien juif entre deux villes saintes du judaïsme. Que dis-je, j'exagère. En tout cas, Tibériade est l'une des 4 villes saintes du judaïsme avec Jérusalem, Hébron et Safed. Montpellier, je ne sais si c'était une ville sainte du judaïsme au Moyen-Âge, mais en tout cas, elle a abrité de grands chachamim, de grands sages. À Lunel, on parlait de Chachmei Lunel, et à Montpellier, on parlait de Batei Midrashot Kuvot les Talmud, de maisons exégétiques juives. Donc, effectivement, c'est vous dire donc la rigueur et l'amour que l'on vouait effectivement aux sciences juives. Donc, la première controverse, on a vraisemblablement détruit par le feu une copie du Moreh Nevuchim. La querelle va
s'assoupir, et elle va rebondir 70 ans plus tard, avec d'autres acteurs. Là, en l'occurrence, le nouveau rabbin de Montpellier, le rabbin Abba Mari Ayalri, Abba Mari le Lunélois, Yaréar, Yalri, qui, nous sommes toujours dans la période aragonaise et mallorquine, va consulter et contacter plutôt le grand rabbin de Barcelone, du nom de Ben Adret, l'acronyme Rashba, Rabbi Shlomo Ben Adret, qui va de tout son poids interdire aux judaïcités locales l'étude de la philosophie avant l'âge de 25 ans, car, je le cite, cela détourne les jeunes étudiants, que masculins, de la loi d'Israël qui est censée transcender la sagesse des Grecs. Donc, et les femmes n'ont pas voix au chapitre, elles n'étudient pas. Et donc, effectivement, il y a une deuxième controverse à Montpellier avec, là encore, la philosophie et la théologie au cœur des débats. Les monarques français vont mettre d'accord nos deux courants judaïques, les rigoristes qui prônent une lecture de la loi, des textes de la loi mosaïque sans sophia grecque, et rationalistes qui veulent effectivement mieux percevoir le judaïsme avec l'apport hellénistique. Ils vont les mettre d'accord, ces rationalistes et ces rigoristes, en les expulsant. C'est la première expulsion de Philippe le Bel en 1306, même si on est en période aragonaise et mallorquine, et la dernière de 1394 par Charles VI. Donc nous avons une Occitanie qui va se vider, le Languedoc et français à cette époque, va se vider de ses juifs, et nos populations hébraïques vont prendre le chemin de l'exil. Une partie va aller en Espagne, où ils auront un sursis d'1 siècle et demi, quand, quelques décennies plus tard, ils prendront le chemin de l'exil vers le comtat venessin, où là, ils seront tolérés par le pape d'Avignon dans des carrières, quartiers juifs pour le comtat venessin. Là, on peut quelque part parler de ghetto, mais le vocable c'est carrière, car les quartiers étaient clos, où ils seront tolérés dans les 4 villes que sont Carpentras, Cavaillon, Avignon et l'Île-sur-la-Sorgue. Nos populations juives appelleront d'ailleurs ces 4 cités les 4 villes saintes du judaïsme, en hommage aux villes saintes du judaïsme que j'ai citées à l'instant, que sont Jérusalem, Hébron, Tibériade et Safed. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Tibériade, qui allait le lien avec Maïmonide. Je ne l'ai pas précisé, excusez-moi. C'est que Maïmonide est enterré à Tibériade. Et que Maïmonide a été enseigné au niveau médical. Il y a eu des controverses autour de sa pensée à Montpellier. Donc si on n'a pas de preuve de sa présence sur la montagne, nous avons en tout cas effectivement un lien étroit au niveau du savoir, au niveau de sa pensée. Pour ce qui est de notre Montpellier et de notre Lunel, la famille emblématique était la famille Thibon. Je rappelais la mémoire de Samuel ou de Profacius Iudeus pour ce qui est de la philologie et de la médecine, mais comment ne point rappeler aussi le premier arrivé, Yehuda, traducteur des œuvres de Saadia Gaon et de Yehuda Halevi, qui le premier est arrivé donc d'Andalousie à Lunel. On va peut-être laisser notre Moyen-Âge, et avant que de sauter à l'époque contemporaine, peut-être dire quelques mots sur une sorte d'intermède marane, bien que le terme soit peut-être impropre pour la France. Marane, je ne sais pas si ce terme, ce vocable vous dit quelque chose. Ça vient de l'espagnol cochon. Les Juifs ont souvent été associés à ce qui leur était le plus opposé, car les Juifs mangent cachère, enfin pour les plus pieux d'entre eux, et la viande cachère ne comprend pas la consommation du porc. Pourquoi les appelait-on ainsi? C'était des Juifs convertis au christianisme qui continuaient à judaïser en cachette à la maison. Alors pour la Provence, on employait le terme de néophyte. Et pour effectivement Montpellier, il y avait des cas de maranisme, il y avait des cas de néophytes. Les exemples les plus prégnants sont vraisemblablement les familles Catalan ou Saporta.
le grand historien Emmanuel Leroy-Ladurie, dans son monumental ouvrage en 2 tomes sur les Platers, effectivement, aborde la question du maranisme en évoquant cette famille catalan, excusez-moi, cette famille Plater qui est hébergée par les Catalans et qui perçoit des mœurs pour lesquelles ils ne sont pas habitués. Cette famille catalan a pour habitude, en tout cas pour ce qui est de la gente féminine, d'allumer des bougies le vendredi soir, pour les familles juives de circoncire les garçons et de ne point mélanger les mets carnés et les mets lactés. Donc nous sommes, en l'occurrence, devant des cas de maranisme, donc des néophytes qui sont prétendument chrétiens, et là protestants avec la famille catalan, mais qui ont des mœurs pas très chrétiennes, pas très cachères. Donc effectivement, les Catalans ou les Saporta sont d'origine juive. Beaucoup d'entre eux ne le savent pas. On pourrait parler aussi et citer en Provence les patronymes d'Estienne d'Orve, Puget, Grimaldi, qui chantent finalement cette mémoire marane. Et ce sont des populations juives qui ne veulent pas prendre le chemin de l'exil, qui donc acceptent de se convertir, mais qui judaïsent à la maison, pensant garder la loi de leur père, mais au fil du temps, ils deviendront de bons chrétiens. Et si l'Église n'est pas dupe sur ces premiers cas de conversion, elle pense que les générations futures, et en l'occurrence ça a été le cas, deviendront de bons chrétiens. Donc, en théorie, et à part des cas de maranisme avec les Catalans ou les Saporta, nous n'avons point de juifs dans l'ère hexagonale de 1394 à la Révolution française. La France est le premier pays en Europe, je vous le disais tout à l'heure, à émanciper les juifs, et tout au long du XIXe, ils vont intégrer la société française. Il y a un certain nombre d'avancées, par le droit notamment, l'abrogation du serment moré judaïco, on y reviendra peut-être avec Bernard Lazare. Et à Montpellier, 2 figures vont émerger, notamment Israël Bédaride et Eugène Lisbonne. Eugène Lisbonne, dont le conservatoire, la rue du Conservatoire, porte le nom. Alors, Israël Bédaride, peut-être que ça ne vous dit trop rien, mais je vais vous présenter quelques éléments de cet homme politique qui fut malchanceux, mais il faut avoir un regard tolérant et un regard bienveillant sur cette figure qui essayait de percer après des siècles d'ostracisme à l'endroit des Juifs. C'était un brillant avocat, un juriste qui a fait œuvre d'historien, défenseur de la tolérance entre les religions. Il est attaché à la ville de Pézenas. Il est né à la fin du XVIIIe, et comme les Bédarides d'Aix-en-Provence, il suivait l'usage dans le milieu des Juifs comtadins. La famille a donc conservé le nom de la localité d'origine, Bédarides, en enlevant le S. Il a été inscrit au barreau de Paris très jeune. Dans la capitale, il a fréquenté Benjamin Constant, Adolphe Isaac Crémieux, son aîné de 2 ans, et je dirai aussi quelques mots sur Adolphe Isaac Crémieux, qui a tant apporté au judaïsme, pour ce qui est du judaïsme algérien, pour ce qui est de l'émancipation des Juifs de Roumanie, etc. L'avènement de Louis-Philippe éveille en lui l'espoir de la disparition des dernières discriminations pesant sur les Juifs de France, la non-rémunération des ministres du culte israélite et l'obligation du tristement célèbre serment moré judaïco. Alors, il n'a pas été élu effectivement au niveau des élections. Je cite, « C'est un progrès philosophique bien notable, un grand effort de raison que de ne point mêler la religion à toutes les affaires. Une chambre des députés n'est pas un concile. Quel est d'ailleurs ce chrétien éclairé qui ne serait pas pénétré de vénération pour cette nation juive, la plus ancienne de toutes celles qui sont en Europe, la plus persévérante dans ses doctrines et dans sa nationalité ?» Il fera une nouvelle tentative pour être élu, il échouera à nouveau et se consacrera à sa formation première.
Son fils, en revanche, va effectivement s'avérer être un homme politique qui compte dans le landerneau local, élu maire de Villeveyrac en 1860, Gabriel Alfred, conseiller d'arrondissement du 3e canton de Montpellier en 1861. Il le restera jusqu'en 1867. Israël Bédaride est le premier avocat du barreau de Montpellier, premier avocat juif du barreau de Montpellier. Il a également publié une étude sur le guide des égarés, le guide des perplexes de Maïmonide en 1867, ainsi que sur le Talmud. Sa formule préférée était la suivante: ça se plaide. Et récemment, le cimetière dans lequel il repose à Pézenas a été rénové. On doit citer également Eugène Lisbonne. Pour ce qui est de la ville de Nîmes, nous pourrions effectivement citer Adolphe Isaac Crémieux ou encore Bernard Lazare. Adolphe Isaac Crémieux, rôle déterminant dans effectivement ce que l'on appelle l'affaire de Damas, qui renvoie à l'une des accusations les plus terribles de l'antijudaïsme et chrétien médiéval, l'affaire de Damas en 2 mots. On accuse les Juifs. Un enfant a disparu, il aurait été enlevé pour qu'on utilise son sang pour la confection du pain azime. Donc ça renvoie à l'un des clichés les plus tristement célèbres de l'antijudaïsme chrétien médiéval. Il a joué un rôle donc, dans l'affaire de Damas, dans l'abrogation du serment moré-judaïco, effectivement pour les Juifs d'Algérie qui deviennent français au milieu du XIXe siècle, et pour l'émancipation des Juifs de Roumanie, sans oublier aussi, toujours dans ces relations houleuses entre Juifs et chrétiens, bien qu'elles soient aujourd'hui apaisées, rendons grâce à Jules Isaac, Jean XXIII et Jean-Paul II, entre autres, l'affaire Mortara. Il a joué un rôle important dans l'affaire Mortara. Bien sûr, ne soyons point judéocentrés, il ne faut point oublier qu'il a joué un rôle prééminent dans l'émancipation des Noirs des colonies françaises. On retient souvent que le nom de Schœlcher, mais il faudrait y associer celui de Crémieux. C'est probablement la personnalité juive de Nîmes la plus importante, la plus belle, la plus emblématique, la plus paradigmatique. Bernard Lazare, aussi associé à nos voisins nîmois, du symbolisme à l'anarchisme, un cheminement qui va le mener jusqu'à l'affaire Dreyfus. Et comme Herzl, il va effectivement, pour un juif déjudaïsé, se pencher sur l'histoire, sur le mouvement du sionisme comme résolution aux problèmes juifs européens. Bernard Lazare, qui était journaliste, dans des articles répond à Drummond, ça a été le premier des Dreyfusards. Péguy le présentait ainsi, cet athée ruisselant de la parole de Dieu. Voilà pour quelques exemples concernant la période contemporaine. Des Juifs, j'allais dire de souche, des Juifs en tout cas français, fiers de l'être, qui pour certains vont voir d'un mauvais œil l'arrivée de leurs coreligionnaires persécutés par des pogroms qui vont, pense-t-il, peut-être remettre en cause leur émancipation, leur intégration. On pourrait aussi citer les consistoires napoléoniens. Et oui, les Juifs ne sont pas émancipés partout en Europe et de nombreuses populations juives fuient effectivement l'Europe de l'Est, la Russie tsariste, et trouvent refuge dans des judéicités locales. Et donc, si on pouvait parler d'histoire d'actes séfarades pour les Juifs du Moyen-Âge, à présent, l'on peut employer le terme d'Ashkénaze pour les Juifs de l'époque contemporaine, jusqu'à l'arrivée des Juifs du Maghreb. Séfarade veut dire en hébreu Espagne, Ashkénaze veut dire en hébreu Allemagne. Les Juifs portent les noms des peuples qui les ont le plus persécutés, aimés, donc, aimés, puis chassés, détestés. Ashkénaze veut dire en hébreu Allemagne, séfarade veut dire en hébreu Espagne. Alors il faut entendre évidemment Espagne et bassin méditerranéen, Ashkénaze, Allemagne et Europe de l'Est. Et donc de nombreux Juifs vont trouver refuge à Montpellier, ou en tout cas viendront étudier la médecine, le droit, l'agronomie, l'histoire, les lettres à Montpellier, précédé de sa réputation de ville universitaire, de ville de savoir. Et ils joueront un rôle important
non seulement sur les bancs de l'université, mais aussi et surtout dans de nouveaux courants politiques censés être émancipateurs pour le judaïsme, le communisme, enfin le socialisme révolutionnaire, le bundisme et le sionisme. Les Juifs ne sont pas émancipés en Europe de l'Est, et donc ils embrassent des nouveaux courants censés être émancipateurs. Le bundisme, socialisme révolutionnaire, et le sionisme, qui entend résoudre le problème juif par le retour à la patrie ancestrale. Donc nous avons des associations d'étudiants juifs palestinophiles qui luttaient ardemment pour le retour à la patrie ancestrale. Un exemple parmi tant d'autres, et là en l'occurrence, effectivement, pas des moindres, nous avons lors du premier congrès sioniste de l'ère moderne à Bâle, en 1897, organisé par Herzl, qui entendait effectivement poser les bases du retour à Sion, la présence sur 12 délégués français de 4 Montpelliérains, 3 Ashkénazim, 3 juifs russes et 1 d'Afrique du Nord du nom de Eugène Valensin. Montpellier, qui a joué un rôle dans la science juive au Moyen-Âge, va jouer un rôle dans l'histoire juive politique, pour le sionisme surtout. Premier congrès sioniste, 4 délégués montpelliérains. Je vais vous citer une femme, la sœur d'Asher Ginsburg, de son nom d'emprunt pré-israélien Ahadaam, qui a étudié l'agronomie à Montpellier. Et l'on sait l'importance de l'agronomie dans le futur État d'Israël contemporain, avec les Moshavot et les kibbutzim. Dernier exemple pour ce qui est de l'apport de Montpellier au sionisme, le départ de l'Exodus de Sète en 1947. Tout s'est tramé à la préfecture de Montpellier. Alors avant, effectivement, le départ de l'Exodus de Sète, pour des lendemains censés être chantants, l'histoire immédiate nous montre que ce n'est pas encore le cas, il y aura la Shoah. La Seconde Guerre mondiale et la volonté européenne, et d'abord hitlérienne, nazie, allemande nazie, d'éradiquer le peuple juif de ce vieux continent. Si l'antisémitisme contemporain, effectivement, n'est pas l'anti-judaïsme médiéval, en tout cas, c'est cet anti-judaïsme séculier qui va paver le chemin d'Auschwitz. Dans la perception du juif, dans la haine des juifs, Denis Péchanski, dont il a été question ces derniers temps avec le mémorial de Rivesaltes, a résumé de manière formidable ce qu'est l'antisémitisme, la perception du juif, juif fantasmatique, virgule, juif réel. Et souvent, c'est le juif fantasmatique qui a été convoqué à l'esprit plus que le juif réel. Le juif a souvent été vu trop grand, trop petit, trop riche, trop pauvre, trop communiste, trop capitaliste. Bref, toujours trop. Et si l'anti-judaïsme chrétien médiéval n'est pas l'antisémitisme contemporain, il y a des notions religieuses au Moyen-Âge, on devient chrétien, on est lavé des péchés d'Israël. À l'époque contemporaine, il y a plus des revendications d'ordre socio-économico-politique, il y a la théorie des races qui est passée par là, etc. En tout cas, il y a un dénominateur commun, c'est la perception du juif, jugé race inassimilable en Europe. Et pourtant, l'on sait désormais que les juifs sont consubstantiels de l'Europe. Donc, au début du XXe siècle, nos juifs, non contents d'être français, participent au premier grand conflit mondial du XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Et dans l'entre-deux-guerres, les rangs des communautés juives languedociennes grossissent petit à petit. Avec la montée des périls, la montée de l'hitlérisme, de nombreux juifs d'Allemagne et d'Europe de l'Est continuent effectivement d'arriver à Montpellier. Ainsi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, nous avons une communauté importante. Alors, tout est relatif, bien évidemment, mais avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la défaite, les rangs de la communauté vont grossir sensiblement. Et le président de la communauté juive de Montpellier, premier président d'une communauté juive digne de ce nom depuis l'époque médiévale, César Uziel, va organiser le quotidien avec à ses côtés Henri Chili, qui lui aussi sera le premier docteur de la loi depuis l'époque médiévale, le premier rabbin de Montpellier depuis l'époque médiévale. Et tous deux vont jouer un rôle très très important dans l'accueil de ces réfugiés et vont notamment
leur permettre d'avoir une vie décente. Donc, il me plaît de rappeler la mémoire dans ces figures juives contemporaine de César Uziel, dont le fils participera à la libération de Montpellier, dont le petit-fils sera président de Montpellier. Voilà, une autre famille juive estimable avec nos Thibons médiévaux. Henri Chili, qui, outre ses missions consistoriales, participera effectivement à une délégation au camp d'Agde pour constater les conditions d'accueil des Juifs étrangers dans ce camp de transit. Des conditions, vous pouvez aisément imaginer, terribles. Et il présentera effectivement les choses de la manière suivante: camp des Israélites hommes, camp des Israélites femmes. On a aussi un second rapport sur le camp d'Agde grâce à la préfecture de l'Hérault. Bref, nos Juifs étrangers arrivés à Montpellier produisent avec leurs coreligionnaires hexagonaux des communautés assez importantes. Et au fur et à mesure de la promulgation des lois vichistes, statut des Juifs, arianisation économique, petit à petit, Juifs étrangers, ils ne sont pas concernés par cela, mais Juifs français vont finalement se voir dans des situations aussi terribles que les Juifs étrangers, et vont devoir effectivement fuir les arrestations, d'abord les spoliations, les arrestations, les déportations. Je n'ai pas le temps ce soir de vous développer la période de la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être vous présenter une ou deux figures emblématiques de ce judaïsme montpelliérain, des Juifs montpelliérains de souche ou d'adoption. Là, j'aimerais vous citer le cas du médiéviste Marc Bloch. Si nous ne devions retenir qu'un seul historien français, probablement pourrions-nous citer Marc Bloch. Médiéviste novateur, droit à la pensée et à l'analyse rigoureuse, qui aimait tant la France et qui a dû faire l'éprouvante effectivement expérience de la judéophobie qu'il définissait ainsi: poison subtil, polyfiltrant, contagieux. Il est frappé par les décrets iniques du régime de l'État français de Vichy, les ordonnances, des décrets qui excluent les Juifs de la vie. C'est un Français d'origine juive, et vu ses multiples décorations de 14-18, il sera effectivement relevé de déchéance pour, je cite, service exceptionnel rendu à la France. Alors cet éminent historien, qui est détaché à la faculté des lettres de Montpellier, conformément au repli de l'université de Strasbourg vers Clermont-Ferrand, va s'installer avec sa famille place de la Canourgue, au niveau du 5 rue Sainte-Croix. C'est la petite ruelle qui descend juste à côté de la belle place de la Canourgue. Je fais une parenthèse, la Canourgue, vous savez ce que cela signifie? Ça vient de Canonja, qui signifie chanoinie, et ça renvoie à la période médiévale. L'accueil de Marc Bloch à la faculté des lettres fut éprouvante, selon son fils Étienne. Voici ce qu'il en dit: le doyen de la faculté des lettres, ancien condisciple de l'école normale supérieure, a réservé à mon père un accueil épouvantable qui l'a profondément blessé. Ce doyen montpelliérain, qui ne faisait guère mystère de ses sentiments antisémites, aurait mis tout en œuvre pour que son condisciple de Normal Sup n'ait pas le poste. Il était maréchaliste, antisémite, comme beaucoup d'universitaires de l'époque. Ce n'est pas pour minimiser sa judéophobie aucunement, mais c'était une opinion communément partagée, enfin très partagée. En tout cas, il a joué effectivement, notre Marc Bloch, un rôle important important en résistance. Il prit les pseudonymes de Fougère, de Benjamin, d'Arpajon, de Chevreuse. Il était très attaché à son identité juive, à son identité française. Une autre épreuve va l'affecter profondément, en tout cas va affecter son âme d'historien, c'est la spoliation, ou du moins le vol de sa bibliothèque. Il a subi donc les affres de l'antisémitisme. Chacune de ses candidatures au Collège de France s'est heurtée au mur de l'antisémitisme, et il a pu écrire « Je suis juif, je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Et les coups qui m'auront atteint le plus profondément ne sont pas des balles allemandes, mais françaises. » Dans sa lettre testament, en 1941, s'il refusait, en non croyant que fussent récitées les prières hébraïques sur sa tombe, en revanche, il disait haut et ferme, je cite toujours,
Mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne put rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Dans un monde assailli, poursuit-il, par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, reprit pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter ? Fin de citation. Il a participé durant l'année 1941 à des réunions d'universitaires dans le cercle d'études de Montpellier. Et dans cette même période, ses fils Étienne et Louis rejoignent les groupes francs de combat. Il subsiste peu de traces des activités du cercle de Montpellier. En tout cas, Marc Bloch a joué un rôle important dans la résistance. Vous connaissez tous son épilogue tragique. Il a été torturé par la Gestapo lyonnaise et passé par les armes avec 3 autres résistants. Lucien Febvre, effectivement, a chanté la mémoire de cet éminent historien. Mais pas seulement. Bronislaw Geremek, Georges Duby. On pourrait citer également Georges Charpentier. Peut-être que ce patronyme ne vous dit trop rien. C'était un nom d'emprunt, là encore. Le vrai nom de Georges Charpentier était Georges Charpak. Il a, dans sa jeunesse, il avait 15-17 ans, joué un rôle important dans la résistance, lui aussi. Et il a effectivement été remercié pour ses talents de résistant par une arrestation et une déportation à Dachau. Il en reviendra. Et effectivement, il reprendra ses études que l'on peut qualifier, je crois, de brillantes, puisqu'il sera effectivement, il se verra décerner le prix Nobel de physique. Voilà donc un autre exemple de ce judaïsme occitan pour l'époque contemporaine. Dans ce petit ouvrage que j'ai publié aux éditions du Cerf et que vous pourrez acquérir à la librairie, notamment à la librairie Sohams, je me suis arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est plus facile de parler des défunts que de nos contemporains, mais il faut avoir un recul, un regard distancié, et plus tard, une histoire des Juifs actuels de Montpellier sera à compter. Effectivement, au lendemain de la guerre, vous connaissez l'histoire de la Shoah, la communauté juive de Montpellier et les communautés juives voisines sont exsangues, des communautés squelettiques, des collectivités juives squelettiques qui, effectivement, refleuriront, notamment grâce à l'apport du judaïsme séfarade maghrébin, de ces juifs d'Algérie, de Tunisie et Maroc, qui vont revivifier ces collectivités locales et qui amèneront cette chaleur de l'Orient, matinée d'un rigorisme rituel, et nous les retrouvons toujours dans les mêmes professions ou presque, à savoir dans la science, dans la médecine, dans le droit aujourd'hui, effectivement, dans le commerce. Et je ne sais si ces communautés sont prestigieuses, mais par ma conférence, qui ambitionnait de brasser plusieurs siècles, et dans ce petit ouvrage, j'espère que vous connaîtrez un petit peu mieux l'histoire du judaïsme local et que vous aurez une image émue de ces judaïcités séculaires qui, effectivement, malgré la persécution, ont contribué au renom de la science. Et c'est en fait un résumé de l'histoire européenne. Voilà, je vous remercie.